réchauffer. Je reprends. Donc, les glandes endocrines, de façon générale, est-ce que vous savez ce que c'est? Vous n'êtes pas beaucoup, on pourrait quasiment faire un ED. C'est quoi une glande endocrine? Allez, ça doit sortir en sous-cortical, ça. C'est une glande qui fait des hormones. Ça fait des hormones. Et si ça fait des hormones, ça a besoin d'être transporté par... Excellent. Conséquence anatomique immédiate de cette fonction, elles sont très vascularisées, obligatoirement. Donc elles sécrètent des hormones, vous êtes très bon. Elles ont toute une vascularisation riche qui ne doit pas être prise en défaut. C'est la raison pour laquelle elles ont toutes au moins 2 pédicules vasculaires. Au moins. Et elles sont régulées. Ces glandes endocrines, elles sont régulées soit par d'autres hormones, soit par des neuromédiateurs, soit les deux. On va reconnaître plusieurs types de glandes endocrines qui vont être différemment disséminées dans l'organisme. Et qu'est-ce que vous pouvez appréhender, qu'est-ce que vous pouvez imaginer comme type différent de glandes endocrines? Qu'est-ce qui peut faire différer une glande endocrine d'une autre? Sur sa structure, s'entend. Comment? Si elle est individualisée, oui. Ça, c'est ce qui va différencier une glande endocrine d'un organe à fonction endocrine. Une glande, elle va forcément être individualisée, sinon on ne l'appellerait pas comme ça. Quoi d'autre? Il y a des glandes endocrines qui ne font que ça. Et puis il y a des glandes qui font endo et exocrines. Donc on va avoir des glandes endocrines pures, qui ne font que ça. Bonjour, veuillez fermer la porte derrière vous, s'il vous plaît. C'est un gag. Bonjour, merci pour la porte. Il y a des glandes mixtes. Et il y aura effectivement plusieurs glandes endocrines pures qu'on va étudier, qui sont donc l'hypophyse, la thyroïde flanquée de 4 parathyroïdes et les 2 capsules aux glandes surrénales. Dans les glandes mixtes, vous connaissez le pancréas et vous n'oubliez pas les gonades. Un très bon exemple de glande mixte, les gonades. Et puis les organes à fonction endocrine, c'est-à-dire des organes qu'on ne va évidemment pas décrire prioritairement comme des glandes, mais qui vont avoir une sécrétion hormonale. Et on va y compter le cerveau, les poumons, le foie et les reins. La caractéristique d'une glande mixte par rapport à une glande endocrine, c'est quoi? Elle va avoir besoin de quoi, cette glande mixte, que n'a pas la glande endocrine? Un canal excréteur, tout à fait. Quel est le canal excréteur de l'ovaire? La trompe. Très bien. Alors, on va commencer par l'hypophyse. Et si vous voulez bien fermer la porte. Merci. L'hypophyse qui est probablement celle que vous connaissez le moins, parce que c'est celle que vous n'avez pas encore vue. Et c'est pourtant quasiment la plus petite et probablement la plus importante de toutes ces glandes endocrines. L'hypophyse est située, et ça doit sortir en sous-cortical aussi, à l'étage moyen de la base du crâne. À l'étage moyen de la base du crâne. Vous la voyez ici sur cette reconstruction squelettique autour d'une coupe IRM de cerveau. Vous la voyez ici, cette petite cerise logée au plus profond de notre étage cérébral, recouverte par les structures dites nobles de l'encéphale, et qui va, vous le voyez tout de suite,
avoir sa propre petite situation personnelle, sa propre petite loge dans le corps du sphénoïde au niveau de la selle turcique. On va le revoir. Cette hypophyse, la voici en coupe anatomique. Vous lui reconnaissez sa forme grossièrement en petite cerise avec une tige, comme un petit fruit qui se respecte. Et vous voyez immédiatement une différence, l'avant est par ici et l'arrière par là, une différence de coloration entre deux parties qu'on peut distinguer au sein de cette hypophyse. Vous avez ici une partie ventrale et ici une partie dorsale de cette hypophyse. Et si vous faites attention, la coloration de la tige est extrêmement semblable à celle de l'hypophyse dorsale. Ceci correspond véritablement à deux contingents distincts dans cette glande qu'on va appeler l'adéno-hypophyse, celle qui est ventrale, contrairement à la neurohypophyse, celle qui est dorsale. Et celle qui, au passage, la neurohypophyse, va accrocher la glande aux structures encéphaliques sous-jacentes. Ceci correspond embryologiquement à deux origines différentes. Une origine neuroblastique qui est naturellement celle de la neurohypophyse et une origine ectodermique qui provient du pharynx pour l'adénohypophyse. Et donc la tige de l'hypophyse va être appelée tige pituitaire, car on appelle également l'hypophyse anciennement la glande pituitaire. Donc cette conformation doit être parfaitement connue en deux lobes, un lobe ventral, un lobe dorsal, un peu plus petit souvent, entre les deux, une petite fente hypophysaire. Qu'est-ce qui constitue maintenant, sur un niveau plus fin, ces deux contingents? Vous avez dans l'antéhypophyse des cellules de soutien, naturellement, une espèce d'architecture de trame collagène dans cette antéhypophyse, et puis l'unité fonctionnelle de l'antéhypophyse, c'est-à-dire des cellules qui vont sécréter. Les cellules sécrétoires dans l'antéhypophyse sont nombreuses et elles vont s'adresser globalement à toutes les glandes endocrines du corps. Et on aura donc des tas de fonctions stimulatrices qui vont émaner de cette antéhypophyse, avec des cellules qui vont sécréter des hormones gonadotropes pour les gonades, opiocorticotropes pour la surrénale, thyréotropes pour la thyroïde. Vous aurez par ailleurs des cellules somatotropes qui vont directement sécréter l'hormone de croissance, la GH, et des cellules à prolactine qui vont également directement sécréter la prolactine, donc hormone de la lactation. La posthypophyse, de son côté, est constituée de cellules nerveuses et en fait d'axones de cellules hypothalamiques. Les axones des cellules hypothalamiques vont donc venir de l'hypothalamus dans des noyaux, l'un qui va être le noyau supraoptique qui va sécréter l'hormone antidiurétique, ADH, et le noyau paraventriculaire qui va sécréter de l'ocytocine, hormone de la parturition. Alors sur cette face inférieure de cerveau, que vous voyez orientée, l'avant est en haut de la diapositive, on va repérer ici
cette petite glande, vous voyez à quel point elle est ridiculement petite par rapport au reste de l'encéphale, et ceci va répondre à cette petite dépression osseuse ici, à la base du crâne, donc l'étage moyen de la base du crâne qui se trouve ici. Je vous rappelle que l'étage antérieur est là et la fosse postérieure ici, en plein milieu de l'étage moyen, dans cet os que vous reconnaissez, qui est le sphénoïde. Et donc dans cette petite chaise là qu'on appelle donc la selle turcique. Dans cette selle turcique, l'hypophyse est comprise dans une loge. Et vous savez l'importance de connaître les limites d'une loge. Pourquoi? Pourquoi c'est important alors qu'on n'est pas architecte? Parce qu'une loge, ça limite, et en particulier, ça limite l'extension des processus tumoraux. C'est important de savoir où ça s'arrête, une loge. De savoir si un phénomène tumoral ou infectieux a dépassé ou n'a pas dépassé les parois d'une loge. Donc cette selle turcique creusée dans le corps du sphénoïde, on ne le dira jamais assez, elle va être tapissée par de la dure-mère. Donc cette méninge adossée à l'os. Bon, enfin. Et cette dure-mère va revenir au-dessus de l'hypophyse. L'hypophyse est rangée comme ça dans sa petite selle turcique, et elle a la tige qui dépasse. Eh bien, elle va être recouverte comme par un poncho, par de la dure-mère qui va faire un diaphragme, en ne laissant passer que la tige, un diaphragme sellaire, donc le diaphragme de la selle turcique, et qui va ménager un petit col roulé pour la tige pituitaire qu'on appellera l'infundibulum. Vous vous représentez maintenant cette loge, voici sur cette représentation-là de 3/4 où on a enlevé la moitié du crâne et tout l'encéphale pour vous montrer cette dure-mère. C'est quoi ça? Est-ce que vous savez comment ça s'appelle? C'est la faux du cerveau. Ici, c'est la tente du cervelet. Et donc, vous voyez là, dépasser uniquement la petite tige pituitaire et le diaphragme sellaire qui limite parfaitement bien la loge hypophysaire. Sur ce dessin, vous voyez comme l'hypophyse va venir épouser ici la selle turcique et être ici recouverte par son diaphragme sellaire. Vous notez immédiatement qu'elle n'est pas droite et que la face supérieure de cette hypophyse va regarder en haut et en avant. Alors, les conformations, ce n'est pas très compliqué. La situation, vous avez bien compris. Maintenant, il faut étudier les rapports de l'hypophyse, car elle a beau être toute petite, elle est quand même située dans un endroit où passent beaucoup de structures importantes, et tout processus expansif de l'hypophyse va pouvoir retentir sur les structures avoisinantes. Au niveau de cet étage moyen de la base du crâne va se trouver un lacis vasculaire de très grande importance anatomique et physiologique évidemment. Et en particulier sur le plan veineux, vous avez ici le sinus caverneux, vous aurez l'autre de l'autre côté, et les veines qui les relient, les deux sinus caverneux, qui sont les sinus intercaverneux. Donc, premier rapport vasculaire à connaître, les sinus caverneux et leurs anastomoses par les sinus intercaverneux. Qu'est-ce qui peut arriver à un sinus caverneux que vous avez à connaître? Qu'est-ce qu'il peut faire?
Une veine, globalement, qu'est-ce qu'elle peut faire comme stupidité? Une thrombose. Une thrombophlébite du sinus caverneux. Est-ce que vous savez quel est un des moyens les plus sournois pour attraper ça? Ou pas? Le furoncle de l'aile du nez. Vous savez, l'acné, là,